Et pour discuter donc de l'importance de cette deuxième phase dans le développement du Sinaï, nous avons le plaisir de recevoir au bout du fil Dr Yousra Chaaben, maître de conférence à l'université de Ain Shams, également membre du programme présidentiel. Bonjour Dr Chaaben, bienvenue à cette nouvelle édition de Bonjour l'Égypte. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler de cette deuxième phase dans le cadre de ce plan qui a été entamé par le chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi en 2014, qui était un plan pour le développement du Sinaï et qui était donc un plan colossal qui a visualisé, qui a incarné le rêve du Sinaï en matière de développement qui n'a jamais été observé auparavant. Aujourd'hui, Dr Ahmed Bouili entame cette visite. Quelle est l'importance de ce plan, de cette deuxième phase de ce plan de développement, avec bien entendu ce coût énorme de 363 milliards de dollars à l'effectif sur 5 ans? En fait, l'importance de la Sinaï n'est pas de ce jour, mais comme vous avez mentionné, le président Tahiti a commencé à mettre en place beaucoup de projets depuis 2014 et même les présidents égyptiens, auparavant, tous les présidents égyptiens ont donné une importance particulière à la Sinaï parce que c'est le portail, on peut dire entre parenthèses, c'est le portail est de l'Égypte, surtout avec les frontières et tous les événements qui se passent au Moyen-Orient en ce moment. Alors, le développement en Sinaï, c'est une indisponibilité immense, c'est une urgence particulière. C'est une partie de nos terres égyptiennes qui doit être développée et être au même niveau comme la capitale, comme les autres villes développées au sein de l'Égypte. Oui, alors, donc, comme vous avez mentionné, donc, c'est une question de sécurité nationale, mais aussi de donner l'aval aux citoyens du Sinaï à participer à leur propre développement. Justement, c'est au cœur de ce travail qui a été développé par Dr Moustapha Ahmed Bouili, cette deuxième phase qui est entamée pour 5 ans, où il y aura donc un développement avec les mains des personnes, des habitants du Sinaï. Et c'est une première. Parlez-nous de l'importance de ce pas. On peut dire que c'est un signe d'intégrer en fait tous les citoyens, quel que soit leur gouvernement. Comme en fait le président Abdel Fattah al-Sisi, c'est toujours dans ses discours, il essaye de mentionner ou de souligner l'unité du peuple égyptien, peu importe ses couleurs, ses religions, et ainsi de suite. Et donc, les citoyens au Sinaï font partie intégrante du peuple égyptien en général. Il y a beaucoup d'investisseurs au sein de la Sinaï. Voilà, alors le gouvernement égyptien tend la main pour une coopération gagnant-gagnant en fait, pour les investisseurs sur place et aussi pour une sécurité nationale et pour un développement durable en général. Oui, il s'agit de citoyens égyptiens, donc c'est ça ce qui est au cœur de cette politique de développement, c'est que c'est fait par les mains des citoyens qui habitent dans ces régions, mis à part bien entendu ce rapport. Donc parlez-nous un petit peu des priorités de ce plan, si jamais on vient à décortiquer ce plan qui va se passer sur 5 ans. Donc, la priorité, il y avait déjà une phase qui a été entamée pour des projets sanitaires, agraires, désalinisation de l'eau, beaucoup de projets. Parlez-nous un petit peu en détail de ce qui a été accompli et ce qu'on prévoit pour les 5 futures années. Je peux vous dire, en l'occurrence, en fait, et on a vu lors de la COP 27 qu'il y a plusieurs villes qui sont devenues des villes de la 4e génération
y inclut Sharm el-Sheikh. Sharm el-Sheikh qui est localisée au sud de la Sinaï et elle fait l'exemple, elle commence l'exemple d'une ville verte. Lors de la COP 27, le gouvernement égyptien a mis en place tout un réseau de transport 100% électrique et à la gaz naturel. Je veux dire que le gouvernement a pris le pas de mettre en place une technologie nouvelle pour faire de Sharm el-Sheikh une ville moderne, exemplaire pour toutes les autres villes. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, on n'oublie pas aussi que l'enseignement supérieur, le ministère de l'enseignement supérieur a aussi inauguré plusieurs universités en Sinaï, université le roi Salman, qui se également au sud de la Sinaï et qui donne l'exemple des universités modernes développées de la quatrième génération également. Alors, à mon avis, ils ont commencé tout d'abord par les villes durables ou les villes dignes dans la stratégie de Haya Karima et autres. Deuxième chose, ils ont commencé aussi par l'éducation, soit l'éducation au niveau primaire jusqu'au lycée, mais aussi le niveau supérieur. Ça, c'est juste tout ça, c'est une part. Mais d'autre part, il y a d'autres projets d'investissement, de réel investissement, c'est-à-dire, comme vous avez mentionné, pour les projets d'école, pour le projet de l'agriculture, et plein d'autres choses. Et surtout, que dans cette région de l'Égypte, on a le tourisme, on a beaucoup d'investissements sous l'eau en fait. Maintenant, les Nations Unies, elles parlent non pas de la technologie verte, mais plutôt de la technologie bleue. Et lorsqu'elle dit bleue, avec l'UNESCO, c'était un projet avec l'UNESCO, c'est aussi de prendre en compte tout la patrimoine maritime en fait. Et cette terre-là, elle est bien connue depuis des années. On est chanceux d'avoir Sharm el-Sheikh, Hurghada et autres villes. Tous les touristes de partout dans le monde, ils viennent pour admirer le monde sous-maritime en fait. Alors, d'une autre part, il faut dire que l'Égypte a déployé plus de 600 milliards de livres égyptiennes pour le développement du Sinaï. Et là, c'est un pas vers, je veux dire, une mobilisation de l'État où le Sinaï est au cœur de la mobilisation économique. Docteur Medbouli, donc, a fait des rencontres avec les chefs des tribus et avec les hauts commandants donc, de l'armée égyptienne dans le cadre de cette rencontre hier. Et il a parlé entre-temps de l'importance également sécuritaire du Sinaï. Il a parlé de la question qui sévit, de la situation désastreuse en Palestine et en particulier à Gaza. Et il a parlé aussi, il a dit que c'était impératif de trouver une solution politique à la crise des Palestiniens en dénonçant bien sûr les crimes et les hostilités et le génocide et tous les meurtres qui sont perpétrés contre les Gazaouis. Oui, en fait, déjà, tous ces crimes-là sont des crimes, on peut dire, crimes de guerre et des crimes sanctionnés par les Nations Unies. C'est vrai que la question palestinienne, l'Égypte, elle s'est portée garante depuis des années et des années par la présidence actuelle, par les anciens présidents de l'Égypte. Elle fait partie intégrante de négociations stratégiques et politiques garant avec les Nations Unies d'une part et d'autre part les États-Unis d'Amérique. Espérant que ces négociations puissent aboutir à quelque chose parce que ce dossier est ouvert depuis des années et des années. Oui.
Docteur, ça devient de plus en plus compliqué, en fait. oui, docteur, justement, sur le monde entier a braqué et braque son attention sur le terminal de Rafah, justement, où il y a le déblocage de certaines de passages de quelques malades grièvement blessés palestiniens. Et on voit sur l'image, justement, sur l'antenne, des images qui nous proviennent du terminal de Rafah avec les passages premièrement de ces blessés, le premier convoi de blessés et bien sûr intensément comment les forces égyptiennes avec le Croissant Rouge égyptien, toutes les autorités sanitaires égyptiennes sont là pour pouvoir débloquer l'embargo qui est causé par les Israéliens. Et donc quelles seraient donc les possibilités de pouvoir débloquer l'acheminement de l'aide humanitaire et aussi de recevoir plus de cas critiques et aussi de pouvoir aider ces hôpitaux qui ne vont plus travailler par manque de carburant à partir de peut-être quelques heures. Oui, il y a certainement des mesures et des conditions à respecter pour ouvrir la tunnel de Rafah, ainsi de suite. Et je dis aussi que la France, par exemple, elle a donné des aides pour le peuple palestinien et elle joue un rôle de solidarité, en fait, solidarité au niveau humanitaire et international. Il y a une grande différence. Oui, entre... solidarité, mais aujourd'hui, comme vous avez dit, mentionné, l'État israélien est un État qui sort du cadre du respect du droit international, d'où il y a blocage de l'acheminement des aides humanitaires et le manque de carburant, mis à part les crimes et les massacres perpétrés quotidiennement. Quels seraient les moyens de pouvoir débloquer cette situation, d'après vous, docteur Charbel? Il faut en fait au niveau international qu'il y ait une saisie plus forte parce que malheureusement le droit international c'est un droit souple. Souple, ça veut dire qu'on ne peut pas sanctionner rigidement un État. On donne des recommandations, mais aucun État peut obliger un autre à exécuter en fait. Non, on peut si jamais le Conseil de sécurité fait son travail correct. On peut le faire, mais ce qu'il y a, ce qu'on voit qu'au niveau du Conseil de sécurité, il y a une couverture diplomatique intense par les États-Unis et les pays occidentaux pour que Israël perpètre encore et encore ses crimes contre le peuple palestinien. Ouais, j'espère que ça va se faire. Hein. J'espère, on recommence ceci depuis des années. J'espère que cette fois-ci, ça pourra se mettre en place. Espérons bien, j'espère. Oui, jusqu'à maintenant, il y a plus de 4000 enfants qui sont morts et on attend jusqu'à quel nombre les victimes doit-il augmenter pour qu'il y ait une réaction normale. Et je vous réfère à la question ukrainienne. Regardez la double poids, double mesure, docteur Charbel. En fait, c'est pas à moi de prendre une décision. Comme je vous dis, ça revient à des volontés politiques et internationales. Et surtout que elle n'est pas juste ce jour-là d'aujourd'hui ou de hier. Ça date depuis des années et des années. Et bon, oui, mais aujourd'hui, docteur Yossra Charbel, c'est devenu flagrant. Et je pense qu'il faut mettre la pression. Voilà. Et on se pose la question, elle est où la coopération, pas seulement égyptienne, pas anti-égyptienne seulement. Elle est où la coopération musulmane et arabe? Et c'était où le partenariat pour faire des développements sur les terres palestiniennes depuis des années et des années, pour ne pas arriver à cette coupure d'électricité, de carburant, etc. Tout ce qui est vivant et vital, en fait, vivant et vital pour nos frères et sœurs palestiniens. On était où dans ces projets de développement durable depuis des années? Oui, oui. En fait, c'est un point d'interrogation
peux pas vous répondre, en fait. J'ai Oui, pas une oui, je réponse. sais, c'est une question qui est Moi-même, posée je me pose des questions, au comme monde entier, là. Hein. C'est le monde entier qui doit prendre ses responsabilités. En tous les cas, merci d'avoir été parmi nous ce matin, docteur Yousra vous. Chaben, maître de conférence à l'université de Ain Shams, également membre du programme présidentiel. Merci pour tout ce commentaire. Et bien entendu, c'est le monde entier qui doit réagir. Et l'Égypte a déployé tant d'efforts et déploie tant d'efforts, mais en tous les cas, il faut vraiment se soumettre aux lois des droits, du droit international. Il faut obliger Israël à s'y conformer. Merci pour cette nouvelle édition de Bonjour l'Égypte. Demain, une nouvelle équipe et de nouveaux sujets. L'actualité continue sur la TV internationale.